Mon plus grand focus pendant cette période, c'est vraiment se battre pour la justice et la paix. Parce que je crois, même dans mon discours, je l'avais dit, on ne construit pas la paix sans justice. Et donc, aujourd'hui, je me bats pour que la justice puisse primer. On a essayé, par exemple, dans mon pays, à sacrifier la justice sur l'autel de la paix. Aujourd'hui, nous n'avons ni paix, ni justice. Et donc, ça, c'est mon focus le plus important. Ce que j'ai pu accomplir, je crois que la machine est allée plus vite vers la réparation, puisque je suis très très content de voir que je me suis battu pendant 10 ans pour demander aux États, à New York, de pouvoir avoir un fonds global pour les victimes de violences sexuelles. Ce fonds va être lancé donc le 30. Et je crois, pour moi, ça c'est un grand accomplissement, puisqu'il est très très important que nous puissions réparer ce que nous n'avons pas pu protéger. Merci à vous tous d'être là. En République démocratique du Congo, depuis plus de 20 ans, aujourd'hui c'est plus de 23 ans, que nous connaissons une guerre qui est tout à fait particulière, car cette guerre s'est faite sur le corps des femmes. En 1999, quand j'avais ouvert l'hôpital des Panzi, l'objectif était de prendre en charge les femmes qui venaient accoucher, mon pays ayant un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés. Et donc, en créant cet hôpital, je ne pouvais pas imaginer, mais la première victime que j'avais soignée, c'était une dame qui était arrivée à l'hôpital après avoir été violée par 7 personnes, et après l'avoir violée, ces gens ne s'étaient pas gênés comme si ce n'était pas suffisant. Ils ont aussi tiré dans son appareil génital. Et c'était pour la première fois pour moi de voir une telle barbarie. Je pensais à ce moment-là que c'était un acte d'un homme qui a complètement perdu la tête, mais je m'étais trompé puisque, comme madame vient de le dire, aujourd'hui nous avons soigné environ 55 000 femmes avec différents types de lésions. Elles sont toutes violées, mais en plus de viols, ces femmes subissent des tortures qui vont de la destruction de l'appareil génital par les armes à feu, par les armes blanches, par des objets contondants ou même par la brûlure, brûler l'appareil génital. Vous pouvez imaginer les conséquences psychologiques, sociales de ce type de viols qui se commettent souvent en public, où les maris sont obligés de voir le viol de leurs filles ou de leurs épouses juste pour les humilier, les déshumaniser. Progressivement, nous avions développé une prise en charge qui avait commencé par, bien sûr, la prise en charge médicale, mais on s'était aperçu que la prise en charge médicale seule ne suffisait pas pour que ces femmes puissent revenir à la vie, pour que ces femmes puissent être à mesure d'être réinsérées dans la communauté. Donc à l'hôpital des Panzi, nous avions développé une prise en charge holistique qui comprend aussi bien la prise en charge médicale, prise en charge psychologique, mais lorsque les femmes se portent bien physiquement et mentalement, il faut les retourner dans une société où elles sont rejetées par le fait d'avoir été violées. Souvent, la communauté les rejette et donc il fallait les rendre autonomes sur le plan économique pour qu'elles ne puissent pas dépendre de la communauté qui les rejette. Et avec ces 3 piliers, lorsque les femmes se portent bien physiquement, psychologiquement et économiquement, on s'est aperçu que la question de dignité se pose, et c'est là où il y a toute la question de la justice
et de la réparation. Et les femmes reviennent à l'hôpital pour nous voir. Aujourd'hui, nous avons des avocats, nous avons des juristes qui constituent le dossier et accompagnent ces femmes devant les juges, devant les cours et tribunaux. Avec cette prise en charge holistique, nous les faisons à One Stop Center. Ça veut dire que les victimes racontent leur histoire une seule fois. Elles n'ont pas besoin de raconter à tous ces piliers ce qui leur est arrivé. Donc elles entrent dans le système et racontent une fois. Et il y a un système de référencement dans le système qui permet en fait à ce qu'elles aient toutes les réponses à un même endroit sous forme d'un menu qu'elles peuvent choisir les services qu'elles veulent, mais tous les services sont centrés sur la victime. Et donc, dans notre lutte, vous avez compris que le Congo, qui a été qualifié de capitale des viols, malheureusement, sur le plan juridique et surtout sur le plan du droit international et humanitaire, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites en faveur de toutes ces victimes. Le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l'homme avait fait une enquête en République démocratique du Congo et cette enquête avait été publiée en 2010. Ce rapport s'appelle Mapping Report. Et ces rapports avaient mis en lumière les violations des droits humains, plus de 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité et même des crimes qui peuvent être constitutifs de génocide. Mais malheureusement, dans un pays où, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le conflit qui a eu beaucoup de morts, plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de la population congolaise qui est déplacée interne et des centaines de milliers de femmes qui sont violées. Malheureusement, la communauté internationale a décidé tout simplement de ne pas répondre à ces rapports qui avaient donné des recommandations précises pour pouvoir mettre fin à cette crise. Ces rapports demandaient à ce qu'il y ait une justice traditionnelle qui passerait soit par des chambres mixtes spécialisées ou alors un tribunal pénal international pour le Congo, exigeait qu'il y ait qu'on puisse dire la vérité aux victimes, puisque en fait une victime qui est violée de cette façon a besoin de comprendre pourquoi de tels actes sur son corps. La vérité n'est pas dite et on ne peut pas faire la réconciliation ni faire la paix si on n'est pas à mesure de pouvoir tout simplement dire la vérité, se réconcilier et avoir une justice réparatrice pour permettre à ce que la société puisse repartir sur de bonnes bases. Toutes ces recommandations du Haut Commissariat aux Nations Unies n'ont pas une seule de ces recommandations a été mise en œuvre 10 ans après. Partout où je suis passé, les victimes demandent la fin de l'impunité. Dans tous les conflits, malheureusement, en fait, on peut voir très bien que les politiques souvent ne s'occupent pas de ces cas de viols qui sont considérés comme parfois très secondaires alors que c'est une destruction totale de la communauté. Et les victimes demandent la fin de l'impunité, mais demandent également la réparation. Et donc cette demande de réparation nous a amené depuis plus de 10 ans effectivement de pousser la communauté internationale à avoir un fonds global de réparation pour les survivantes de violences sexuelles. Et aujourd'hui, je dois dire que ces fonds avancent puisque le 30 de ces mois, ce fonds va être lancé à New York. Ce fonds qui est une initiative des victimes de violences sexuelles, des survivantes, mais avec l'appui de ma lauréate Nadia Mourad. Et enfin, je crois que je voulais dire aussi un mot par rapport au Conseil consultatif égalité femmes-hommes que j'avais co-présidé
avec ma colauréate Nadia Mourad pour les G7, où nous avions travaillé activement pendant une année pour essayer de voir des lois sur le plan global, où on a invité les juristes de tous les continents et on a essayé de voir dans chaque pays quelles sont les lois progressistes et comment ces lois ont été mises en œuvre dans ces pays, et pour permettre en fait à proposer au président des G7, où le Japon fait partie, comment ces lois peuvent, au moins les présidents peuvent voter au moins une loi chaque année pour permettre à ce que le pays des G7, comme modèle, comme exemple, comme des pays les plus développés, puissent intégrer également l'égalité hommes-femmes dans leur processus. Et donc, dans ces conseils consultatifs, nous avons pu récolter ou sélectionner à peu près 79 lois que nous considérons tout à fait des lois progressistes, et où nous avions fait la recommandation au président des G7 de pouvoir sélectionner les lois qu'ils considèrent être utiles pour leur pays, mais également que toutes les lois discriminatoires qui rejettent les femmes, qu'ils puissent les abolir dans leur pays, puisque même dans les pays des G7, on s'est aperçu qu'il y a encore des États qui ont des lois tout à fait discriminatoires. Et ces lois visent spécialement de lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes. Le deuxième axe, c'est donner aux femmes l'éducation et les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le troisième axe, c'est donner aux femmes l'accès à l'économie, donc les capacités sur le plan économique. Et le quatrième axe, c'est de pouvoir ouvrir beaucoup plus pour que les femmes aient accès en fait à l'espace politique dans le pays des G7. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que en gros, je crois que nous pouvons recevoir vos questions par rapport à ces axes que je viens de développer. Je vous remercie beaucoup. The Grace Production presents Kumisama Worship Explosion. Pour la première fois à Londres, papa, maman, bana, nous avons invité Binoboya et Belé le 19 octobre. Je vous invite tous à venir nombreux célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ensemble avec moi, Maman Blandine. Live in London, Maman Blandine et Kulan Selala with special guests. Frère Nanga Onanga Kamingi, héritier songolo de Jésus. Papa na lola Yeswe. Nakozala isusu na sœur Nanga Beloti Rema. Ofandi na nkembo mokonzi ya milimo. Tokozala na isusu na frère na biso Larindo. Adora Jesus, eu quero abraçar Jesus. Ensemble na frère na biso Pierrot Mbia. Yo tiaka libanda te nyonso baye na yo. Yo bundela kamba oyo bazanga makasi. Nakozala isusu na frère nanga Dede Ekofo. Mama ilonga nanga. Sanzola mamo santu na lola. Iloba nyonso koyebisanga na Psaume 25 verset 3 ete ba oyo nyonso batiaka elike epai na yo bayokisamaka soni te. Alléluia. Live at the Liberty Church, 4 Bishop Road, London, N80QX. Ticket price, child £5, adult £10 only. Zambe apambola bino. Amen. En ce qui me concerne le fonds global pour le survivant de violences sexuelles dans le conflit, c'est un fonds qui sera créé. Donc, j'ai dit, il sera lancé le 30 octobre de cette année. Et ce fonds va faire participer les États membres des Nations Unies,
qui vont participer pour constituer ces fonds. Mais nous faisons également appel aux fonds privés, des fondations ou des organisations privées qui veulent faire partie de ces fonds. Ça, c'est l'origine de ces fonds. Aujourd'hui, nous avons des pays comme la France qui a déjà donné 6 millions pour ces fonds. Il y a l'Union européenne qui a donné 2 millions pour une année. Nous avons l'Allemagne. Je suis ici, comme on vous l'a dit, pour pouvoir également intéresser le Japon, qui apparaît être favorable pour ces fonds. Et donc, nous espérons pouvoir engager les États de prendre la responsabilité donc pour constituer ces fonds. Ces fonds que, comme je l'avais dit, va permettre de pouvoir faire une réparation pour les victimes que la société n'a pas su protéger. L'administration de ces fonds se fera par un conseil d'administration qui sera constitué au niveau du conseil. On aura 4 États membres. Et le conseil va déterminer les critères pour être membre, et ça sera bien sûr rotatif. Il y aura les agences des Nations Unies, il y aura les survivantes, puisque, comme je l'avais dit, le fonds a été créé sur demande des survivantes pour elles et par elles. Et donc, elles seront membres du conseil d'administration. Nous aurons également la société civile qui va faire partie de ces fonds au niveau de l'administration du fonds. Ça va être constitué donc de cette façon. Bon, on va se retrouver certainement devant 2 cas. Le premier cas, c'est le cas des pays qui veulent faire une réparation, des pays qui ne sont pas dans les dénis du viol qui s'est passé dans leur pays et qui veulent faire la réparation, mais qui ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas de moyens, ou ne savent pas le faire. Ça sera le premier cas. Ils ne savent pas le faire, donc ils n'ont pas une expertise pour pouvoir le faire. Puisqu'on a vu qu'il y a des pays qui ont essayé, par exemple, de faire la réparation, mais ça a été une catastrophe, puisque le concept de faire cette réparation n'est pas allé vraiment dans le sens d'aider les victimes de pouvoir s'en sortir. Et donc, le deuxième cas, c'est des cas où le pouvoir est dans le déni total et donc ne reconnaît pas ce qui s'est passé, même s'il y a toutes les preuves que le viol a été utilisé dans le conflit. Et là, nous considérons qu'il ne doit pas y avoir de victimes qui sont laissées de côté. Et donc, ces victimes pourront être également assistées. Et enfin, pour la dernière question, par rapport à la polémique en ce qui concerne les femmes de confort, je crois que nous faisons entièrement confiance aux États, donc le Japon et la Corée du Sud, sur leur maturité politique, de pouvoir continuer les dialogues par rapport à cette question et trouver une solution qui amène la paix. Et donc là, je crois que vous comprenez très bien que c'est un cas qui est déjà en cours, où les 2 nations en parlent. Et donc ça, ce n'est pas les cas où nous allons nous interposer, puisque déjà les 2 nations reconnaissent qu'il s'est passé quelque chose et ils sont en voie de trouver la solution. Je pense que c'est vrai que dans le film, je reviens souvent sur le courage des femmes congolaises. Et je pense que ce courage, j'ai pu l'observer presque partout où j'ai pu rencontrer les femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, j'y crois encore beaucoup plus, puisque quand je vois leur capacité de résilience, leur capacité de revenir à la vie,
leur capacité non pas seulement de s'occuper d'elles-mêmes, mais de s'occuper de leurs enfants, de la famille, de la communauté, après avoir passé par une souffrance extrême. Je crois que c'est une bravoure, c'est un courage exceptionnel. Et je crois que c'est sur ce courage que mon pays va se reconstruire. Les femmes que nous prenons en charge, non seulement elles guérissent, mais elles deviennent de véritables leaders communautaires et des agents de changement dans leur communauté après avoir passé par des situations qu'on devrait normalement considérer comme désespérantes et leur donner tout simplement à perdu à vue. Mais lorsque les femmes passent par les 4 piliers que je viens de vous décrire, médical, la santé mentale, les aider économiquement à pouvoir être autonomes et leur donner la dignité par la justice, on sent très bien que ce sont des femmes qui sont épanouies et qui vont au-delà de ce qu'on peut compter sur elles. Donc vraiment de véritables agents d'échange, agents de changement dans la société et transformative de la société. Elles sont capables de changer, de transformer leur peine en pouvoir. Et ça, c'est formidable. C'est dommage puisque les histoires comme celle-là, elles se passent partout au monde. It's very sad because that kind of story we can hear about, that's the same kind of story all around the world. It's very sad. Et je pense que c'est pour cette raison que le groupe, donc le Conseil consultatif pour les G7 que j'avais co-présidé, s'est focalisé sur des lois qui permettent en fait de mettre à l'abri les femmes dans les G7, mais également dans le monde entier. Comme je viens de vous dire, il n'y a pas un seul pays au monde où on peut considérer que la femme est égale à l'homme. Pas un seul pays. Et donc nous sommes dans un système patriarcal que je crois que c'est la responsabilité de nous tous. Les femmes se sont battues pendant 100 ans, après la Deuxième Guerre mondiale. Le monde s'est aperçu que après autant de disparitions d'hommes, où les hommes qui étaient au fond, les femmes étaient capables de faire le travail et bien faire ce travail. Les femmes ont commencé à se battre pour leurs droits. Elles ont acquis beaucoup de droits, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à ce niveau où les femmes sont effectivement considérées comme égales des hommes dans notre société. Et je pense que l'instrument qui perpétue ce système patriarcal, c'est le silence. Les femmes sont forcées au silence lorsqu'elles subissent les violences sexuelles. C'est puisque notre société, tout simplement, met la honte sur la victime au lieu de mettre la honte sur le bourreau. Et donc les femmes sont obligées de se taire et au lieu de dénoncer ce qui leur arrive. Lorsque la femme brise le silence comme la journaliste, souvent elle est pointée du doigt, elle est humiliée pour la deuxième fois, elle a été humiliée pour avoir subi les harcèlements ou les violences sexuelles, mais lorsqu'elle dénonce, elle est humiliée pour la seconde fois, puisque souvent les questions qui sont posées aux femmes, il n'y a aucune femme qui peut y apporter la réponse. C'est le mal les amener à une seconde humiliation. Et je pense que pour cette journaliste, moi j'ai dit, tenez bon, never give up, vous avez raison, il faut continuer à se battre, puisque le monde ne changera pas par tout le monde, le monde change par un individu qui croit dans ce qu'il est en train de faire, que c'est juste et qu'elle peut continuer à se battre pour la justice. Mon plus grand focus pendant cette période, c'est vraiment se battre pour la justice et la paix. Parce que je crois, même dans mon discours, je l'avais dit, on ne construit pas la paix sans justice. Et donc, aujourd'hui, je me bats pour que la justice puisse primer. On a essayé, par exemple, dans mon pays, à sacrifier
la justice sur l'autel de la paix. Aujourd'hui, nous n'avons ni paix ni justice. Et donc, ça, c'est mon focus le plus important. Ce que j'ai pu accomplir, je crois que la machine est allée plus vite vers la réparation, puisque je suis très très content de voir que je me suis battu pendant 10 ans pour demander aux États, à New York, de pouvoir avoir un fonds global pour les victimes de violences sexuelles. Ce fonds va être lancé donc le 30. Et je crois, pour moi, ça c'est un grand accomplissement, puisqu'il est très très important que nous puissions réparer ce que nous n'avons pas pu protéger. Et donc la troisième question, c'est comment le prix Nobel a affecté mon travail dans mon pays. C'était ça, je crois. Oui, et est-ce qu'il y a un soutien aussi de votre gouvernement au Congo? Bon, je crois que le soutien de mon gouvernement, il est timide. J'ai rencontré pour la première fois le président de la République il y a une semaine et il a accepté de soutenir ces fonds, ce qui est déjà positif puisque l'ancien gouvernement était dans le déni total. Et je pense que le progrès vers l'acceptation, pour moi, c'est très positif, mais j'attends beaucoup, puisque je pense que la réparation doit être faite par les États. Et le fonds ne pourra intervenir que lorsque les États ne sont pas capables. Et pour mon pays, je crois qu'on peut faire encore beaucoup, et j'espère que le gouvernement vient d'être élu seulement il y a un mois. Donc, j'observe et je suis dans l'expectative. Okay. Et donc, j'ai dit que si dans le parole, ils sont positifs, mais dans les faits, ils sont négatifs, je ne pourrai les voir qu'à la fin de ma visite. Je ne pourrai pas les dire avant. Donc, mon programme, effectivement, cet après-midi, je vais rencontrer les responsables de la coopération internationale japonaise. Et donc, nous allons spécialement discuter du centre d'excellence que nous allons créer à Panzi, un centre qui vise à former les autres médecins, les psychologues, pour les 4 piliers sur le modèle holistique, puisque notre objectif, c'est faire l'expansion de ces modèles dans d'autres zones de conflit. Nous allons commencer avec AFD, vous êtes de l'Ouest de France, donc Agence française de développement, à Bangui, en République centrafricaine, au mois de novembre. Mais les personnels à Bangui ne sont pas formés, viendront être formés dans notre hôpital, pendant que notre équipe ira là pour 1 année. Et nous sommes demandés également dans le pays comme l'Irak, à Sinjar, où nous avons également besoin de mettre en œuvre ces modèles. Et donc, il y a beaucoup de pays, Guinée-Conakry, etc., qui souhaiteraient avoir ces modèles de One-Stop Center. Et dans le cadre de l'expansion, nous avons besoin d'avoir une infrastructure qui nous permet de faire la formation, la prise en charge et la formation à Panzi. Ça, je crois que c'est une question que je voudrais bien discuter avec la coopération japonaise si ils peuvent nous soutenir pour ces projets. Et effectivement, pour le Global Fund, j'espère pouvoir en parler aussi avec le Premier ministre, puisque je crois que le Japon pourrait trouver bien sa place dans ce fonds global sur les réparations. Je crois que tous ces problèmes qui sont liés à un rapport de force entre hommes et femmes, qui sont plutôt des rapports de domination, considérant la femme beaucoup plus comme un objet, font partie de la lutte que nous menons.
Et dans ce cadre, par exemple, au Burkina Faso, nous voulons beaucoup plus travailler puisque la loi l'interdit, mais ça continue à être fait avec des conséquences dramatiques sur les femmes qui subissent ces mutilations sexuelles. Et donc, là aussi, vous comprenez qu'il y aura la prise en charge médicale. Une femme qui est mutilée psychologiquement, elle n'est pas bien. Et effectivement, il faut absolument les aider sur le plan juridique. Et donc, c'est dans ce cadre que nous faisons l'expansion vers des pays comme le Burkina Faso. The Grace Production presents Kumisama Worship Explosion. Pour la première fois à Londres, papa, maman, bana, nous avons invité Binoboya et Belé le 19 octobre. Je vous invite tous à venir nombreux célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ensemble avec moi, Maman Blandine. Live in London, Maman Blandine et Kula Selala with special guests. Frère Nanga Onanga Mingi, héritier Songolo de Jésus. Papa na lola Yeswe. Na kozala isusu na sœur Nanga Belotirema. Ofandi na kembo mokonzi ya milimo. Tokozala na isusu na frère na biso Larindo. Jesus, eu quero abraçar Jesus. Ensemble na frère na biso Piero Mbia. yotiaka libanda te nyonso baye na yo yobundelaka baoyo bazanga makasi Na kozala isusu na frère nanga Dede Ekofo. Mama ilonga nanga sanzola mamo santu na lola liloba nyonso koyebisanga na psaume 25 verset 3 ete baoyo nyonso batiaka eliki epai na yo bayokisamaka soni te. Alleluia. Live at the Liberty Church, 4 Bishop Road, London, M80QX. Ticket price, child £5, adult £10 only. Zambe apambola bino. Amen.